Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Banque islamique de développement tient ses assises annuelles jusqu'au 4 juin en Égypte. La question de la relance de la croissance post-Covid est au cœur des discussions et notamment la relance de la production agricole. L'infrastructure ferroviaire reliant la capitale kenyane Nairobi à Mombasa fête ses 5 ans d'existence. Nous verrons comment ce chemin de fer à voie normale, très attendu et apprécié, a changé le quotidien des populations. Et le sport pour promouvoir les objectifs de paix et de développement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a adopté en mars dernier un projet dénommé Objectif 2024. Nous reviendrons en détail sur la portée de ce projet dans cette édition. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se déroulent en Égypte sont l'occasion de discuter de la mobilisation des ressources au profit des programmes de développement des pays africains, à l'instar du Bénin en quête de financement, qui a présenté ses ambitions d'augmenter ses productions agricoles. Reportage de notre envoyé spécial Mamat Ramadan. À marge des assises des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se déroulent du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Bénin a présenté ses ambitions de relance de son économie post-Covid-19. Le pays se fixe comme objectif d'accroître sa production de coton brut à 1 million de tonnes d'ici 2025 et d'augmenter sa production céréalière de 30% d'ici 5 ans. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Bénin compte sur le financement solidaire et l'accompagnement technique de la BID. Le Bénin est un pays vraiment forward-looking, un pays à l'économie très dynamique, sous la présidence du président Patrice Talon, qui fait des miracles dans le pays. Vous savez que, par exemple, pour la production du coton, nous sommes maintenant les premiers en Afrique, avec une production qui touche déjà les 800 000 tonnes et une ambition de 1 million de tonnes dans 2 ou 3 ans. Pour la culture rizière, c'est pareil. 1 million de tonnes de riz, c'est le target qui a été fixé pour 2025. Conscient des besoins énormes de financement de ces pays membres africains, le groupe de la Banque islamique de développement se positionne de plus en plus sur les marchés internationaux pour lever des fonds à des conditions compétitives. Des engagements financiers dont le Bénin compte profiter pour financer la relance de ses productions agricoles et la transformation de ses matières premières agricoles. Avec sa maturité, l'expérience qui a été acquise et les besoins énormes des pays membres, la BID est maintenant sur les marchés internationaux pour lever des ressources sous forme de soukouk. Le soukouk, c'est des titres financiers qui sont semblables aux obligations conventionnelles. Eh bien, la BID est très prisée sur les marchés à cause de la qualité de sa gestion, à cause du soutien également des pays membres, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, pour ne citer que ceux-là. À marge de ces assemblées annuelles, le groupe de la Banque islamique de développement discute avec la coordination des fonds arabes pour augmenter son portefeuille de financement au profit de ces pays membres dont les économies sont en difficulté à cause des facteurs exogènes comme la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique. Déjà 5 ans que les Kenyans peuvent profiter de la ligne de chemin de fer à voie normale de 480 km reliant la capitale Nairobi à la ville de Mombasa. Rappelons que ce projet d'envergure était très attendu par les populations puisqu'il s'agit du projet le plus important de l'ère post-indépendance, mais aussi le plus cher de l'histoire du pays. Plus de détails avec Robin Lozano. Le temps de trajet entre les deux villes les plus peuplées du Kenya a été divisé par 2. Il était de 10, il est désormais de 5 heures. C'est un gain de temps considérable pour la circulation de marchandises et de main-d'œuvre à travers le territoire, ce qui a un impact direct sur l'économie. Les Kenyans se disent satisfaits de ce nouveau mode de transport. L'ancien chemin de fer à voie métrique avait beaucoup de limites en termes de temps de transit, puis par la route, c'était assez cher. L'arrivée de SGR a été très bien accueillie. Cela a facilité tous ces défis auxquels nous étions confrontés. Cela a réduit le coût de circulation des biens et des services. Il a fourni suffisamment de sécurité et de sûreté pour les marchandises se déplaçant de Mombasa jusque dans les terres. En 5 ans, la ligne de chemin de fer aura permis à ses passagers d'effectuer près de 7,8 millions de trajets et de transporter plus d'1,8 million de conteneurs. Selon James Siele, chef d'équipe d'experts en affaires et commerce pour Kenya Railways,
Un train de marchandises empruntant la SGR transporte l'équivalent de 110 camions prenant la route du port de Nairobi jusqu'à Mombasa. Kenya Railways avait l'habitude de déplacer 4% du débit des marchandises du port. Nous sommes maintenant à près de 40%. Je regarde le SGR desservant la région de l'Afrique de l'Est, et je me dis que l'économie va désormais dépendre du SGR. Et nous nous attendons donc à ce que les quelques 200 millions d'habitants de cette région au sein des partenariats régionaux en bénéficient. Rappelons que le gouvernement kényan a dû contracter 2 prêts auprès de la Banque d'exportation et d'importation de Chine à hauteur de 1,6 milliard de dollars chacun afin de soutenir le projet de la ligne que l'on surnomme aussi la Madaraka Express. Ce fort endettement permet néanmoins à de nombreux jeunes travailleurs kényans de s'offrir un avenir professionnel et un revenu décent. Également dans l'actualité, le Sénégal va percevoir un financement de 75 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement pour la construction d'une nouvelle usine de vaccins. Cette unité de production sera destinée à produire des vaccins contre la Covid-19, la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques pour l'ensemble du continent africain. À pleine capacité, ce site produira jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an en vue de réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés. Les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. La Somalie est au bord d'une nouvelle catastrophe humanitaire. Près de 40% de la population font face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire et certaines zones connaissent déjà la famine dans un contexte de sécheresse et de pénurie d'approvisionnement mondial. Les enfants sont les premières victimes de cette crise. Les précisions de Zahra Mohamed Moutiou. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya ou encore ici, en Somalie, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire. Une crise d'ampleur, aux causes multiples, les conflits armés, la hausse des prix des produits alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine ou les épisodes de sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. 250 000 pourraient perdre la vie au cours des prochains mois en l'absence de réponse rapide à la crise. Là où les effets de la crise ukrainienne se font sentir, c'est que les prix des denrées alimentaires, les prix du carburant et autres ont augmenté à un point tel que nous avons besoin de beaucoup plus de ressources que ce que nous recevions auparavant. Ces structures hospitalières tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, en accueillant ces enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Mais ces centres sont très rapidement saturés. Les prix des produits de base ont presque doublé en Somalie et dans certaines régions, c'est 93% de plus. L'appel humanitaire pour la Somalie n'est financé qu'à 15%. Donc ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'argent, afin d'éviter le risque de famine. Près de 6 millions d'enfants somaliens sont en situation de malnutrition aiguë. La situation ne cesse de s'aggraver, ce qui fait craindre désormais une famine similaire à celle particulièrement meurtrière qui a coûté la vie entre 2010 et 2012 à plus de 250 000 Somaliens. Dans le reste de l'actualité, les autorités tchadiennes tirent elles aussi la sonnette d'alarme et déclarent officiellement le pays en situation d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Une décision prise suite à la détérioration constatée depuis plusieurs années. Le gouvernement de transition du Tchad appelle donc tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux à venir en aide aux populations identifiées en phase de crise et celles en phase d'urgence par une assistance humanitaire d'urgence. L'insécurité alimentaire touchait 5,9 millions de personnes au Tchad en 2021 selon l'OCHA. Le cheval fait partie intégrante du patrimoine culturel de la Libye, mais les traditionnelles courses et parades de chevaux
ont été suspendus depuis une dizaine d'années à cause des guerres civiles. Toutefois, l'organisation des festivals annuels a repris à travers le pays en vue de préserver ces racines ancestrales qui se transmettent d'une génération à l'autre. Un sujet d'Océane Kwasi. Dans la ville de Misrata, située à 200 km de Tripoli, les cavaliers et leurs chevaux ornés de joyaux traditionnels se préparent à une course rythmée. Cet événement baptisé le Mez trouve ses racines dans l'histoire libyenne. Ici, un seul objectif, maintenir en vie une tradition ancestrale dans ce pays qui a longtemps été perturbé par des conflits sanglants. Aujourd'hui est le jour idéal pour le jockey, le cheval et tout le reste. Nous préparons les chevaux et nous nous assurons qu'ils sont harmonieux. Nous les habillons avec les meilleurs vêtements. Nous aimons avoir le même costume traditionnel pour le cavalier et le cheval. Le plus important est d'être assortis les uns avec les autres. À quelques kilomètres plus loin, à Zliten, une ville côtière de la Libye, c'est l'élevage de chevaux qui est au centre des activités. Dans la culture libyenne, cette pratique représente plus qu'une passion, c'est également un style de vie qui se transmet de génération en génération. Mon amour pour les chevaux est immense. Je l'ai hérité de mon père et je l'ai transmis à mes enfants. Quand un cheval se sent bien, je me sens bien également. S'il ne dîne pas, je ne dînerai pas. Et s'il tombe malade, je serai aussi malade. Je souhaite que tous les jeunes s'intéressent aux chevaux parce qu'il n'y a rien de mal avec cette passion. C'est même mentionné dans le Coran. À ce jour, l'élevage, les courses de chevaux et même les ventes aux enchères sont synonymes de fierté pour les Libyens. En particulier le Mez, spectacle emblématique qui est célébré à plusieurs occasions, notamment lors des mariages. Malgré les interruptions successives des événements culturels dus aux conflits armés, la fédération hippique libyenne continue d'encourager les activités sportives et les événements folkloriques dans tout le pays. En mars dernier, la République démocratique du Congo a adopté un projet sportif dénommé Objectif 2024, une série d'actions gouvernementales dans le secteur du sport devant couvrir la période 2022-2024. Plus de détails sur cette initiative avec Amenedge. Le sport s'est révélé être un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de paix et de développement. Fort de cela, la République démocratique du Congo élabore une politique sportive et un plan de développement et de financement du secteur des sports. Dénommé Objectif 2024, le projet lancé en mars 2022 résume une série d'actions du gouvernement dans le souci de lancer le développement du sport congolais dans un environnement moderne et assaini. Dans Objectif 2024, il est question pour nous d'identifier des fédérations qui gèrent des disciplines populaires. Parce que ce n'est pas toutes les fédérations qui sont populaires dans notre pays. Et nous, notre intérêt, c'est voir là où l'intérêt de la jeunesse est. Et alors, on avait plus ou moins 72 fédérations. Alors, on a réduit de 72 fédérations à 12 fédérations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème dans notre pays. C'est ce suivi-là qui nous manque. Et voilà, avec Objectif 2024, nous allons garder une dizaine de fédérations. Nous allons les installer dans toutes les provinces, accompagner ces fédérations à faire le suivi des disciplines. Nous allons aider ces fédérations ou ces disciplines à dénicher des talents cachés à travers la République démocratique du Congo, créer des léopards dans toutes les disciplines. À cet effet, les autorités ont pris connaissance du levier de développement que pouvaient représenter des infrastructures sportives modernes, tant en termes économiques que sociaux. D'abord, avant de créer de nouvelles infrastructures, nous avons d'abord envisagé réhabiliter les anciennes structures qui existaient déjà dans le pays. Et après cela, il y a toute une politique autour du sport par rapport à notre gouvernement. On a un programme de mettre dans chaque chef-lieu des 145 territoires au moins un stade municipal. D'après le dernier rapport sur les états de suivi budgétaire de l'année 2021, le gouvernement de la RD Congo a alloué plus de 68,8 milliards de francs congolais, soit plus de 34,1 millions de dollars américains pour le secteur des sports et loisirs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.